Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fil du Jour. Notre invité est Philippe Nemo. Bonsoir Philippe Nemo. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle on nous écoute. Philippe Nemo est un des plus grands esprits de notre temps. C'est un auteur très important. Il a notamment publié, alors je commence sur le plus petit, par la taille, un très grand livre, Qu'est-ce que l'Occident ? Que vous voyez ici, publié au PUF, Presse universitaire de France. Il a publié également, récemment aussi, L'histoire du libéralisme en Europe. C'est un gros livre, passionnant, mais il faut le lire absolument, même s'il est gros. Et puis, on remonte un peu dans le temps, l'histoire des idées politiques au temps moderne, que voici. Tout cela, c'est le PUF. Et enfin, il y en a d'autres, mais enfin, je n'ai pas voulu hausser la pile de trop, l'histoire des idées politiques dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Voilà, une fois que vous aurez lu tout cela, vous serez évidemment très savant, et je pense que vous pourrez vous réjouir beaucoup de savoir énormément de choses, car tous ceux qui lisent Philippe Nemo deviennent meilleurs. Alors, ce petit livre, si vous le voulez vraiment le lire, vous pouvez aussi le lire en chinois. Il vient d'être traduit en chinois. Je sais qu'il y a beaucoup de sinisants parmi nos téléspectateurs, donc ils vont se régaler, ils pourront voir la version chinoise. Ce que n'a pas encore lu Philippe Nemo, il me disait tout à l'heure, avant que nous commencions cette émission, qu'il était quand même un petit peu inquiet, parce que le chinois est une langue un peu réductrice, et que, en tout cas sur le plan de la densité d'expression... Il y a un risque d'interprétation. Voilà. Enfin, bref, ceux d'entre... Sans parler de la censure. Sans parler de la censure, ça nous verrons bien. Alors, si j'ai voulu citer, bien entendu, tous ces ouvrages, c'est parce qu'ils sont au centre d'une réflexion que nous devons tous avoir, que nous soyons savants ou un peu moins, nous devons savoir qui nous sommes, et en particulier si nous sommes vraiment des Occidentaux. C'est donc la question qui est au centre de ce dernier ouvrage de Philippe Nemo, et chose extraordinaire, cet ouvrage a paru en 2004, si je me souviens bien, il est toujours au premier rang des ouvrages exposés dans les meilleures librairies, ce qui prouve que vous avez touché juste et qu'effectivement vous avez posé la bonne question. Alors d'abord, qu'est-ce que l'Occident, puisque votre livre s'intitule ainsi? Eh bien, il faut dire que le petit livre que vous avez montré a quelques relations avec les gros. C'est un petit peu là. J'aurais pas pu écrire le petit si j'avais pas fait les gros. Et les gros, c'est une histoire d'idées politiques depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Et l'histoire des idées politiques ne se confond pas avec l'histoire tout court, mais enfin, elle est vraiment codimensionnelle. Elle est sous-jacente. Avec l'histoire tout court. Donc quand on a fait le parcours entier de l'histoire des idées politiques, c'est 15 ans de travail, on a une certaine vision de l'histoire. Et à ce moment-là, on peut répondre à la question, qu'est-ce que l'Occident? Parce que moi j'ai vu se constituer l'Occident, si vous voulez. Avant de commencer ce travail, j'étais un héritier, comme vous, mais là, en me penchant sur l'histoire des idées politiques, j'ai vu que cet héritage avait été construit. C'est comme une maison qui est retouchée, qui est agrandie, il y a des allées qui s'effondrent, mais chaque fois il y a des hommes qui ont fait la maison et qui l'ont fait dans une certaine intention que l'on peut retrouver. Donc c'est une construction historique. Ce n'est pas une espèce d'essence, il y aurait les Occidentaux, il y aurait les Orientaux. Nous sommes le fruit de nos œuvres, voilà, collectives depuis absolument la nuit des temps ou presque. Oui. Et en gros, on va entrer dans le détail si vous voulez, mais enfin, j'ai ramené cette construction à 5 grandes étapes, qui sont l'apport de la Grèce, l'apport de Rome, l'apport de la Bible, la synthèse qui a été faite de cela plus tard qu'on ne le croit, parce que le monde gréco-romain et le monde biblique se sont rapprochés dès l'Antiquité, notamment quand l'Empire romain s'est converti au christianisme. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore de synthèse. Et la vraie synthèse a été faite au Moyen-Âge, tout particulièrement au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Par les papes, notamment. Par tout le mouvement scolastique, par tout le mouvement de la théologie de cette époque, mais sous l'impulsion des papes et par la création du droit canonique. Et alors, bon, donc ça, c'est un événement qui a réellement créé l'identité même de l'Occident. Et puis, la 5e étape, ce sont les grandes révolutions démocratiques qui ont promu la liberté, qui ont promu le modèle du pluralisme, aussi bien sur le plan intellectuel, donc la liberté de penser, la liberté de s'exprimer,
Et donc c'est très largement d'ailleurs le fruit de la réforme, c'est-à-dire le fait que l'Europe s'est trouvée confrontée à un pluralisme religieux pour la première fois, et elle l'a très mal pris au début, puisque ça a provoqué des guerres de religion épouvantables. Et puis elle a fini par trouver un modus vivendi sur un autre plan que celui de la révélation religieuse, et ça a donné naissance à cette idée de tolérance, de liberté de penser. Ça, c'est sur le plan intellectuel. Sur le plan économique, c'est le marché, c'est la découverte de l'économie de marché, qui elle aussi a été très difficile. Et c'est un mélange de réflexion, de suivi de pas en avant, et ensuite de transformation réelle sur l'interprétation desquelles tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, il y a eu tout un tâtonnement. Et c'est ça qui a fait l'Occident. Qui a fait que l'économie de marché s'est généralisée en Occident. Et le troisième plan, évidemment, c'est le pluralisme sur le plan politique, à savoir que partout on a remplacé les pouvoirs absolus par des pouvoirs alors, démocratiques. Il y a plusieurs sens du mot. Enfin, en gros, c'est pluraliste, et non pas par le monopole d'une caste ou d'une famille. Alors, nous sommes maintenant détenteurs d'une définition, c'est toujours très important. Il s'agit de savoir que faire de cette définition, puisque deux grandes questions sont posées, parmi d'autres, à l'Europe et aux Français par définition. Première question, nous avons constitué l'Union européenne, vous dites que c'est une mauvaise idée, elle ne répond pas... Une fausse bonne idée. Une fausse bonne idée, et d'autres s'interrogent sur nos relations avec les États-Unis et avec ce que certains considèrent ou voudraient considérer comme l'Empire américain. Vous dites dans votre livre que finalement la définition que l'Europe s'est donnée, c'est les critères de Copenhague, comme étant les conditions à remplir pour faire partie de l'Europe, est une définition qui est insuffisante, car beaucoup de nations qui ne sont pas occidentales pourraient adhérer ou remplir ces critères. Et deuxièmement, il semblerait que ceux qui veulent promouvoir un empire américain se trompent aussi, d'après vous, car aucun empire ne peut régner en Occident sans trahir l'idée de l'Occident. Voilà en gros votre thèse. Alors, pourriez-vous nous développer, par exemple, parce qu'à la lumière en particulier de l'adhésion de la Turquie, mais de certains autres pays aussi peut-être, s'il s'agit au fond d'une trahison de l'esprit occidental? Oui, c'est-à-dire que d'abord, l'Europe telle qu'elle a été, enfin l'Union européenne telle qu'elle a été conçue, c'est effectivement un projet fédéral. Alors, on peut discuter du degré de ce qui doit être laissé aux pouvoirs locaux et ce qui doit être transféré à un niveau supranational. Mais en gros, c'est un processus d'intégration. Et mon intuition, et ma thèse même, c'est que ceci n'est possible qu'entre des peuples qui partagent une grande partie de la même culture. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il puisse pas y avoir des évolutions dans le temps. Il peut y avoir des peuples qui sont éloignés de la culture, de certaines cultures, et puis qui s'en rapprochent. Mais ça a été notre cas. Puisque nous, Français, avons adopté des cultures qui n'étaient pas les nôtres. La culture grecque n'était pas notre culture. Mais bien entendu. Originelle, pas plus que la culture latine. Mais nous avons des ancêtres très intelligents. Oui. Heureusement qu'on les a eus. Non mais il faut le dire vite, parce qu'en même temps on n'aura pas tellement laissé le choix. Non. Mais disons que, enfin on n'a pas le choix, il y a eu une conquête romaine, mais c'est remarquable que les Français, que les futurs Français, contrairement à ce que raconte une bande dessinée bien connue d'Astérix, n'ait pas résisté en fait. Enfin, ils ont résisté, ils ont fait bravement la guerre, ils l'ont perdue, et après ils n'ont pas continué à faire des escarmouches, comme l'ont fait d'autres pays d'Europe, qui étaient aussi romanisés, et où il y a eu une résistance farouche très longtemps. Et les Gaulois se sont trouvés bien, en fait, d'être romanisés. Mais vous avez tout à fait raison de faire cette remarque, la culture ne se confond pas avec la nature, et en plus, je suis absolument persuadé, on va peut-être y revenir après, que l'espèce humaine est une, et qu'il est parfaitement exact qu'il y ait une nature humaine qui est commune, et qui est le fondement des relations avec les autres... Mais pour autant, ça ne vaut pas brevet pour vivre ensemble, avec tout le monde. C'est-à-dire que pour vivre ensemble, si vous voulez, pour vivre ensemble, il faut avoir vraiment certaines valeurs en commun, certaines règles de vie en commun. Et quand on ne les a pas, l'humanité a trouvé des parades, des remèdes, qui est d'avoir des États indépendants, des armées. Alors c'est très grave d'ailleurs, parce que ça se termine souvent. Ça peut se terminer par des guerres, bien sûr. Par des massacres, mais c'est un moindre mal peut-être, parce que du coup, les peuples qui ont mis la main sur un certain mode de vie, une certaine civilisation, peuvent la protéger par rapport à d'autres. Et si vous n'avez pas si vous avez de trop grandes différences de
culture, il faut garder ces défenses. Et vous ne pouvez les lever que si vous avez fait des progrès dans l'unification des cultures. Alors tout le problème, c'est le rythme. Si on fait tomber les frontières trop vite, alors on arrive à une situation non pas meilleure, mais pire, parce qu'on crée du désordre. Alors le grand contresens, précisément, d'après vous, et je le dirais d'après moi aussi, commis par les constructeurs de l'Union européenne, ça a été de penser que remplir un certain nombre de critères, comme par exemple les critères de Copenhague dont on parlait tout à l'heure, à savoir une vie démocratique, deuxièmement avoir un état de droit, etc., et le marché, et puis l'acquis communautaire, accepter ce qui a été fait jusqu'à présent. Tout cela, ça peut être rempli par des gens qui n'ont strictement aucun point commun avec nous, ou très peu. Et je pense en particulier à ces phrases qui sont dans votre livre, dans lesquelles vous dites, mais s'il n'y a pas un accord des esprits, s'il n'y a pas au fond, cette fameuse volonté de vivre ensemble que Renan déjà avait décrite, eh bien, ce genre d'union ne peut pas aller vers un succès. Mais il y a encore autre chose, c'est que les critères de Copenhague sont des critères... C'est des critères purement politiques. Politiques et très technocratiques, oui. qui sont tout à fait excellents en tant que tels. En tant que tels, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Exactement. Et dans la culture, vous avez une partie émergée et une partie immergée. Et d'ailleurs, vous avez aussi des gens pour qui certaines parties sont émergées et d'autres pour qui elles restent immergées parce qu'ils sont un petit peu incultes. Alors, ce qui est le cas de certains technocrates. Oui. Donc, il peut se faire à ce moment-là que vous ayez une ressemblance formelle, que des pays aient l'air de remplir formellement les critères. Et ces critères ne sont qu'une petite partie. Il y a plein de règles implicites et qui sont précisément le fondement du vivre ensemble. Parce que, par exemple, les critères sont très juridiques, ou le respect des droits de l'homme, etc. Mais la façon dont le droit est appliqué dans chaque pays repose sur un soubassement moral et culturel. Et quand on n'a pas le même soubassement, on va interpréter la même règle de façon non seulement différente, mais éventuellement contradictoire et conflictuelle. En étant, s'exprimant de façon assez populaire, on pourrait presque dire qu'au fond, les vrais critères, ce serait de dire, on se sent chez eux comme chez nous, oui. À peu de choses près. Oui. Et c'est le cas d'ailleurs de la plupart des pays constitutifs de l'Union européenne. Peut-être que les derniers entrants ne sont pas vraiment susceptibles de répondre à cette définition. Je parle de la Bulgarie, de la Roumanie, etc. Mais au fond, en Union européenne, nous sommes presque partout chez nous. Oui. Tel n'est pas le cas, justement, dans d'autres pays. La raison pour laquelle l'Union européenne est une fausse bonne idée, c'est que dès lors qu'il y a cette cohérence, cette cohésion, cette convergence des cultures comme préalable nécessaire pour la création d'une fédération avec des institutions communes, alors l'Union européenne a le tort d'unir des pays, d'unir seulement une petite partie de cet ensemble culturel, puisque l'autre partie pour moi c'est l'Amérique, et l'Amérique c'est évidemment l'Occident. Donc en fait c'est l'Union occidentale que vous parlez. Alors il aurait mieux valu faire une Union occidentale. Oui. Et l'Union européenne est une fausse bonne idée en ce que pour certains, loin d'être une union avec l'Amérique, bien qu'en pratique il y ait beaucoup d'unions avec l'Amérique évidemment, mais pour certains, comme vous savez, l'Union européenne est une machine contre l'Amérique. Oui. Alors si c'est contre l'Amérique au sens tactique, au sens de rivalité commerciale, concurrentielle, ça très bien, mais pour certains c'est un autre modèle carrément, alors que pour moi c'est la même civilisation fondamentalement. Et inversement, on élargit l'Europe vers l'Est ou vers le Sud, où on veut le faire, vers des sociétés qui justement n'ont pas ce soubassement. Alors, autre inconvénient également de nos relations avec les États-Unis, inconvénient potentiel le plus souvent, le caractère impérialiste ou non du comportement américain. Vous dites dans le livre que si les Américains adoptent la thèse impériale, et je rappelle quand même que jusqu'à présent, ce n'est pas leur thèse, ils agissent parfois de manière impérieuse, mais jusqu'à présent, ils ne se sont jamais implantés ailleurs qu'en Amérique. Oui. Donc, on ne peut pas dire qu'ils répondent à la définition de l'impérialisme. Mais il y a chez eux des gens, des tendances, qui disent nous devons faire régner la démocratie partout dans le monde. Oui. C'est un petit peu la tendance des néoconservateurs. Et par conséquent, vous dites à ce moment-là, attention, là nous ne sommes plus non plus dans l'Occident, car l'Occident, ça n'est pas cela. L'Occident, c'est la République. Voilà. C'est l'idée d'une égalité de tous devant la loi, et tout le monde a son mot à dire, et si l'Occident doit faire un ensemble, c'est un ensemble où tout le monde ait sa voix. Et évidemment, si cet ensemble est tenu solidement par l'un des membres,
À ce moment-là, on régresse en deçà de ce qu'avait conquis l'Occident. Et c'est assez amusant parce que je cite un auteur, un des auteurs qui a le plus suggéré que l'Amérique ait un comportement impérial. C'est un Indien, un peu nostalgique de l'Empire britannique. Mais ceci dit, ces gens-là ont des arguments, c'est-à-dire que l'Empire maintient la paix. Vous avez un gendarme, et à partir du moment où vous avez une paix, vous avez finalement une prospérité économique. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas ce que vous reconnaissez à l'État? Est-ce que le Christ lui-même a reconnu comme mérite à l'État? C'est de maintenir une certaine paix? Oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est pour ça que je vous dis, l'Union européenne de l'Union occidentale est une merveilleuse réussite. Enfin, il y a faire des critiques, on peut l'améliorer, mais l'Europe des 15, si vous voulez, au fond, c'est même inespéré. Ça a été d'ailleurs souvent décrit comme tel, comme un événement prophétique. Pour la première fois, des gens s'unissent sur un mode volontaire et justement non pas sur un mode impérial. Et ce sont ces pays mêmes qui se sont fait les guerres les plus cruelles depuis 300 ans, et notamment tout récemment, au XXe siècle. Donc là c'est tout à fait remarquable. Et vous avez à la fois la sécurité et la République et l'égalité. Alors l'impérialisme américain ne serait pas la solution. D'où ma suggestion de faire une union occidentale, mais je dois dire que le livre a été traduit, alors non seulement en chinois mais en anglais, il est traduit en 8 ou 9 langues en fait. Oui. Et alors il a très bien été reçu en Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et pas très bien en Amérique. Ah. Alors voilà, donc pourtant vous voulez faire une union. Eh ben oui, je voulais. C'est pas très gentil de la part de nos amis américains. Alors. Enfin, ils comprendront. Vous savez ce que disait de Churchill. Il disait les Américains trouvent toujours la bonne solution après avoir essayé toutes les autres. Ah voilà, c'est ça. Donc, ayant confiance. Mais je peux peut-être dire un peu la suite parce que vous m'interrogez sur ce livre. Le hasard a voulu que, ayant remis les épreuves à l'éditeur, c'était au mois de juillet, l'éditeur, j'ai même corrigé les premières épreuves, donc le livre était vraiment terminé. Et à ce moment-là, je n'étais jamais allé en Extrême-Orient, et peu importe, il y avait des raisons familiales qui fait que mon épouse ne pouvait pas m'accompagner, mais j'avais une semaine à perdre fin août, et je me dis, je vais quand même aller au Japon pour voir, il faut que je vois ça avant de mourir. Mais j'y allais à reculons, parce que j'étais jamais allé, et j'avais du Japon l'image qui est si courante en Occident, les fourmis, vous savez, l'enfer. Comme disait Saint-Exupéry, la termitière qui vient. Voilà. Un petit peu ça, quoi. Voilà, le péril jaune. Hein. Voilà. Et en plus avec le côté petit gens en costume gris-souris, sans personnalité. Hein. Donc j'y allais à reculons. Et puis alors, il s'est trouvé que j'ai été complètement séduit dès l'aéroport. Hein, dès l'aéroport, et séduction ne cessant d'augmenter jusqu'à mon départ, et moyennant quoi j'y suis retourné 12 fois. Enfin, au Japon, et en Chine, et en Corée, à Taïwan, à Hong Kong. Enfin, j'ai vu enfin ces pays. Et je suggère à tout le monde de faire cette expérience, parce que c'est un autre monde, si vous voulez. Pourtant, qu'est-ce qui vous a séduit à ce point? Eh bien, précisément parce que c'était l'Occident réussi. C'est-à-dire que s'il fallait élargir l'Union européenne avec des pays non occidentaux, ce serait plutôt avec le Japon et une certaine partie de la Chine qu'il faudrait le faire. Enfin, c'est fou. Oui, naturellement, nous sommes dans une perspective très éloignée. Je peux quand même vous donner le diagnostic. Parce que, alors après, je me suis beaucoup renseigné. J'ai eu honte de ma surprise, parce que quand même, j'y suis allé, j'avais déjà un âge assez avancé. Donc vous avez mis du temps à découvrir voilà, mais certaines choses. Alors que beaucoup de gens l'avaient découvert avant moi. Oui. Et donc, j'ai essayé de rattraper un peu mon retard. Et l'explication, c'est que c'est quand même ce sont des très vieux États, et qui sont des très vieux États rationnels. Qui sont sortis de la superstition, si vous voulez, depuis très longtemps. Le confucianisme est un rationalisme. Alors c'est pas exactement le même que le rationalisme cartésien, et puis ils n'ont pas développé la science pour toutes sortes de raisons, c'est un peu compliqué à expliquer, ils ont plus développé les techniques que les sciences, mais ils se sont délivrés, si vous voulez, de la pensée magique. Et ce qui fait que ils ont bénéficié, quand les Occidentaux sont arrivés, alors que d'autres peuples non occidentaux ont perçu l'arrivée d'Occidentaux dotés de sciences, comme l'arrivée d'êtres surnaturels, songez aux Aztèques qui ont pris les Espagnols pour des dieux, ou à M. Ben Laden qui prend l'Amérique pour le grand Satan. Hein.
Les Orientaux les ont pris simplement pour des types malins, étant allés plus vite qu'ils n'étaient allés eux-mêmes. Et par conséquent, au lieu d'avoir une réaction de rejet, ils ont une réaction de se mettre à l'école. Et c'est la véritable success story de l'Arménie. Donc en fait, ils ont adopté une bonne partie de ce qui constitue alors, vous disiez tout à l'heure dans votre introduction que, effectivement, ils sont occidentaux, plus que nous, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais moi, j'ai fini par y vivre 2 mois, parce que j'étais professeur visitant dans une université. Et je me suis dit, enfin, je vais les voir longtemps, je vais pouvoir discuter. Et ça, parce que vous en étiez à dire que les épreuves étaient donc pratiquement J'ai précipitamment, en revenant... Vous avez modifié votre livre. J'ai rayé 2 lignes et j'en ai rajouté 5. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps de... Ben, ce sera peut-être pour un prochain livre. Voilà. Autre sujet qui vous intéresse beaucoup et qui vous préoccupe même, la démocratie. Alors évidemment, elle est intégrante partie de l'Occident, mais sommes-nous en démocratie? Est-ce que le peuple a son mot à dire? Personnellement, vous le savez, on en a souvent parlé, je considère que le peuple n'a rien à dire, dans l'état actuel des choses, en France. Oui, est-ce que c'est votre opinion aussi? Écoutez, la consolation qu'on a de vieillir, c'est qu'on comprend un peu mieux les choses, et qu'on a eu le temps de lire plus de livres. Et franchement, je m'interroge beaucoup sur cette question. Et on vit en France, j'avais fait l'année dernière un petit article qui s'appelait La double oligarchie de la Ve République, et où j'ai montré que le peuple souverain n'avait pas voix au chapitre, et que en fait tout était décidé par l'exécutif et par les syndicats, et par une négociation entre eux, dont nous avons eu des échos récemment avec les histoires de M. Gauthier et Exactement. Et je constate que là encore, malgré le changement de pouvoir, moi je suis très sarkozyste au sens où vous êtes pour la rupture? Je suis pour la rupture, comme vous, mais en plus j'ai beaucoup de sympathie pour M. Sarkozy à titre personnel, mais je trouve simplement qu'il est seul, qu'il est bien seul, et que malheureusement il est repris par la même nécessité, par la même fatalité, et on a de nouveau des gens qui prétendent parler au nom du peuple, alors que le peuple s'est exprimé, qu'il a voté. Oui, mais pardon de vous interrompre, mais je ne partage pas votre tropisme, ça. Oui, oui. Même si j'ai voté pour lui. Je disais ça pour vous provoquer. Non, il n'y a nulle provocation, mais pas non plus d'hostilité particulière. Simplement, je ne pense pas que ce soit son isolement la cause des difficultés. Oui. Je pense qu'il n'a pas conçu une rupture digne de ce nom. Je crois que c'est ça le véritable problème. Bon, cela dit, j'espère me tromper. Nous verrons bien si rupture il y aura ou pas. Quoi qu'il en soit, je crains que nous soyons d'accord à l'arrivée, à savoir qu'il soit seul, et ce serait l'explication, ou qu'il ait mal conçu sa rupture, finalement celle-ci semble ne pas prendre le bon chemin. Oui, mais enfin, encore une fois, il est seul. C'est-à-dire que les gens, les oligarques, si vous voulez, continuent à se comporter comme tels. Et effectivement, s'ils leur cèdent, alors ils seront confirmés dans le fait qu'ils doivent se comporter comme tels. Et comment se comportent-ils? C'est toujours la même chose. Vous avez le peuple qui vote. D'ailleurs, très souvent, il s'est abstenu ces dernières années parce que le pays ça ne servait à rien. Il a revoté. Là, il a revoté en masse parce qu'il avait le sentiment que ça pouvait servir à quelque chose. Exactement. Il a élu un nouveau président, il a élu un nouveau parlement, enfin une nouvelle chambre de députés, et ces gens ont fait en son nom des lois. Eh bien, dans les médias, il suffit qu'un olibrius venant de prétendues associations décrète que telle loi est inadmissible, pour qu'il soit évident que la loi votée par le peuple souverain et ses représentants ne sera pas appliquée. Alors là, il y a une violence très, très, très dure qui est faite au peuple, parce que du coup, les oligarques sont ceux qui emploient la force. Et le peuple n'emploie pas en général la force. Donc plus exactement, dans le peuple, il y a des gens qui sont assez mal élevés pour employer la force, et d'autres qui répugnent à ces mœurs brutales. Enfin, on impose quand même, les oligarques n'ont pas la force, si, ils en disposent. Les oligarques disposent de la force de l'État, de la force de la loi, de la force même publique, et par conséquent, ils font en sorte, quand ils remplissent leur mission au service de la loi, alors ils la remplissent de manière conforme à la démocratie, et quand ils font passer des textes qui vont à l'encontre de ce qui a été décidé par le peuple, alors là, ça devient extrêmement grave. Mais c'est pourtant ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font, tous les jours. Et donc nous sommes dans une situation où, à mon avis, il va bien falloir régler un problème, deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est celui que vous posez dans cet ouvrage absolument passionnant, Philippe Nemo, Qu'est-ce que l'Occident aux presses universitaires de France? Qui sommes-nous?
avec qui voulons-nous vivre et jusqu'où voulons-nous nous allier avec d'autres pays qui sont actuellement ceux de l'Union européenne et éventuellement avec les États-Unis. Et la deuxième question, comment voulons-nous être gouvernés? Et ça, ces deux problèmes, nous n'avons pas encore commencé je ne dis pas de les résoudre, de les poser. Eh bien, les Américains sont un petit peu plus avancés que nous parce qu'ils ont une séparation des pouvoirs qui est plus réelle, si vous voulez. Je suis en train va ressortir au PUF le fameux livre de Hayek qui s'appelle Droit, législation et liberté. Et c'est tout le thème de Hayek. Il propose un nouveau type de constitution en disant que l'essai qui a été fait au XIXe et XXe siècle a été trahi, a été transformé, et on est revenu à une forme de pouvoir absolu. Et il ne peut y avoir de pouvoir démocratique que s'il y a une séparation nette entre le législatif et l'exécutif. Donc il propose des réformes, je ne sais pas s'il a entièrement raison sur le détail des réformes qu'il propose, mais on a un problème de constitutionnel. Et d'ailleurs, il y a des gens qui y réfléchissent, mais il est à craindre que l'oligarchie reprenne le dessus. D'ailleurs, ceux qui réfléchissent actuellement, ce sont des gens qui sont les piliers de l'oligarchie. M. Balladur préside une commission de réforme constitutionnelle. Qui est M. Balladur? Un énarque. Donc, on peut craindre, non pas le pire, mais on peut craindre... Mais pour répondre à votre question sur l'avenir, qui sommes-nous et avec qui voulons-nous vivre, je suis vraiment persuadé, donc à la suite de ces nombreux voyages en Extrême-Orient, qu'il y a vraiment trois pôles du monde, l'Amérique, l'Europe et l'Extrême-Asie, et que tous ces gens-là sont rationnels, comprennent très bien qu'une guerre atomique serait la mort de tous. Donc ils sont capables, qu'ils nous aiment, qu'ils ne nous aiment pas, de s'entendre avec nous, si vous voulez. Donc il y a vraiment une responsabilité. Le monde est dirigé par une troïka, qui est l'Europe, l'Amérique et le monde asiatique, et l'Europe est en train de s'enfoncer par rapport aux deux autres, pour toutes sortes de raisons dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais notamment l'éducation. Je reviens de Suède, où il y a des gens qui sont très, très inquiets de ça. La science marque le pas en Europe, parce qu'on a fait partout des politiques socialistes en matière d'éducation, qui ont fait qu'il n'y a plus d'élite. Et du coup, quand un trépied est constitué de deux pieds qui sont à peu près à la même hauteur et d'un troisième qui n'y est pas, c'est un mauvais pas à franchir et on s'effondre. Alors, nous reviendrons bien sûr avec Philippe Nemo s'il consent à revenir à cette émission sur d'autres sujets et nous les développerons. Mais en attendant, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.